Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui fait partie du module 2 de secondaire 4, soit le Canada entre 1896 et 1945. Le sujet qui nous intéresse, c'est la Grande Dépression. Dans cette vidéo-ci, on va se pencher sur le crash boursier et ses causes. On va décrire un peu la Grande Dépression, puis visiter ses conséquences. Et on va s'attarder aussi aux mesures prises par les gouvernements provincial et fédéral. Les années qui précèdent la Grande Dépression sont marquées par le libéralisme économique. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises, les investisseurs, les banques, les bourses, c'est pas mal eux qui mettent en place les règles autour du capitalisme. C'est un peu comme si, en fait, les joueurs eux-mêmes décidaient des règles du jeu. Les gouvernements, eux, s'impliquent pas beaucoup dans le contrôle de l'économie. Puis juste pour se souvenir, là, le capitalisme, c'est un régime économique qui accorde une grande importance à la recherche de profit, ainsi qu'à ceux et celles qui détiennent le capital, qui détiennent l'argent, autrement dit. Le capitalisme aussi met beaucoup de l'avant l'initiative individuelle, donc l'initiative chez les individus, puis aussi la concurrence entre les entreprises. Mais tout ça, en fait, le libéralisme économique, puis aussi l'absence de contrôle par les gouvernements là, sur le domaine économique, ça cause en fait des problèmes. En fait, ce sont les deux principales causes du crash qu'il y a eu à la bourse de New York. Mais là, on parle de crash boursier ou on parle de Grande Dépression? Bien, j'ai une question pour toi. Vrai ou faux? Est-ce que le crash boursier et la Grande Dépression représentent le même événement? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Ce que tout simplement fait, c'est que le crash boursier, qui est un événement vraiment très précis dans le temps, il marque le début de la Grande Dépression qui, elle, dure sur plusieurs années. Le crash boursier, il a lieu le jeudi 24 octobre 1929. C'est cette journée-là que la bourse de New York s'effondre carrément. Peut-être que tu as déjà entendu parler du jeudi noir. C'est un autre nom qu'on a donné à cette journée-là. C'est pour dire à quel point quand même elle a été marquante dans l'histoire. On va remonter un petit peu en arrière comme pour revoir un peu les origines. Parce qu'on se souvient que dans les années 1920, durant les années folles, les gens en fait consommaient beaucoup, ils avaient un peu plus d'argent, il y avait beaucoup de consommation, la qualité de vie a augmenté aussi. Et c'est aussi une décennie, un moment où les gens quand même investissaient beaucoup en bourse. Donc la vente, l'achat d'actions, c'était devenu très populaire dans la population. Puis c'est une des deux origines de la Grande Dépression, du crash boursier. L'une des deux, parce qu'il y a la vente d'actions, étant donné que c'est lié à l'endettement des actionnaires, mais il y a aussi la surproduction, parce que les gens ont beau consommer beaucoup, il y a un certain moment où il y a un déséquilibre. Fait qu'avec ça, on a le crash boursier. On n'ira pas dans un gros cours d'économie, mais ça vaut quand même la peine juste d'aller voir un peu plus en détail les deux origines, en fait, le pourquoi du comment derrière. Alors, comme je disais, durant les années 1920, il y a des gens qui veulent s'en lancer en bourse, en fait, qui veulent faire plus d'argent. Comment est-ce qu'ils le font? En fait, c'est qu'ils le font en achetant et en revendant des actions. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font de la spéculation. Spéculation, ça, c'est juste acheter, revendre dans le but de faire un profit entre les deux. Et qu'est-ce qu'une action? En fait, c'est quoi une action en bourse? Est-ce que c'est une pièce de monnaie? Est-ce que c'est un achat d'un produit en pré-vente? Est-ce que c'est plutôt un titre d'une partie d'une entreprise? Ou est-ce que c'est un parti d'employés? En fait, une action en bourse, c'est un titre d'une partie d'une entreprise. Vraiment, là, si on va dans la définition plus précise, en fait, les actions, ce sont des titres de propriété qui représentent une partie du capital d'une entreprise. Fait qu'en achetant une action, on devient propriétaire d'une partie de cette entreprise-là.
s'il y a de plus en plus de gens qui font de la spéculation, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour pouvoir acheter des actions. Les actions se vendent de plus en plus cher. Les gens sont prêts à payer cher pour acheter une action. Et il n'y a pas plus d'actions sur le marché, là. C'est le même nombre, mais comme tout le monde en veut, bien, leur prix pour les acheter va augmenter à peu près sans cesse là, pendant un bout de temps. Fait en sorte que les gens se disent je vais en acheter, même si ça coûte cher, je vais pouvoir la revendre encore plus cher, je vais pouvoir faire du profit là-dessus. Fait que, de se mettre ça un peu en tête, on va prendre un exemple, une compagnie de souliers par exemple. Donc, il y a une personne qui n'a pas vraiment les moyens pour ça, pas vraiment l'argent pour ça, mais quand même, elle veut faire du profit, elle veut faire de la spéculation. Donc, la personne, elle va acheter 10 actions, puis elle va les acheter à 1 000 $ chacune. Donc, la spéculation continue, les gens continuent de vouloir en acheter. Donc, la personne, elle attend un peu, mais à un certain moment, elle décide d'en revendre 4. Et les 4 qu'elle va revendre, elle va être capable de les vendre à 1 800 $. Donc, plus cher que ce qu'elle avait payé au départ. Donc, ça va bien. Avec ça, elle réussit à faire des profits. Et là, elle en a vendu 4 avec un profit. Ça va bien. Elle décide de garder les 6 autres actions pour pouvoir les vendre encore plus cher que 1 800 $ parce que elle est confiante là, que ça va continuer d'augmenter. Et ça, faire une pause sur cet exemple-là, on va y revenir plus tard. Pendant les années folles, voyant que la consommation augmentait, que les gens achetaient de plus en plus, les entreprises se disent, nous, on va produire plus de choses aussi. Donc, elles produisent de plus en plus, mais à certains moments, elles produisent trop. Elles produisent trop d'objets, trop de choses. Et qu'à ce moment-là, elles tombent en surproduction. Parce que, à un certain moment, les gens, les gens ont acheté des choses, mais à un moment donné, ils n'ont plus besoin d'en acheter. Des bottes, par exemple, on n'a pas 15 pieds, donc les gens achètent un certain nombre de paires de bottes, mais ensuite, c'est fini, on n'en rachète plus. Mais ça fait en sorte que les bottes qui n'ont pas été vendues, elles viennent baisser le profit de l'entreprise, baisser les profits de l'entreprise. Pourquoi? C'est que l'entreprise a dépensé de l'argent pour produire les bottes, mais elles n'ont pas pu les vendre. Donc, les revenus, ils n'ont pas pu avoir les revenus liés à la vente des bottes, donc ça baisse leur profit. Et ça, quand les actionnaires, les gens qui achètent les actions, quand ils s'en rendent compte, bien là, ça crée un peu une panique parce que les entreprises font moins de profit. Donc, les gens cherchent beaucoup à... En fait, les gens à ce moment-là, c'est vraiment... Ils veulent vendre leurs actions. Il n'y a plus personne qui veut en acheter. Tout le monde veut vendre leurs actions. Ça cause une panique en bourse. Parce que là, si plus personne veut acheter des actions, ça veut dire que le prix des actions baisse beaucoup, beaucoup. Donc, il y a des entreprises qui vont faire faillite, il y a des banques même aussi qui font faillite. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le crash boursier. Là, revenons à l'exemple de tantôt avec la personne qui s'était acheté 10 actions. On se rappelle, elle les avait achetées à 1 000 $ chacun. Elle en avait revendu certaines, elle avait fait un profit, elle en avait gardé 6. Mais là, ces 6-là, elle les a encore en main, elle les a encore en sa possession quand le crash boursier arrive. Donc là, avec le crash boursier, les gens ne veulent plus acheter des actions. Tout le monde veut vendre les actions qu'ils ont en main. Alors, comme on a dit, les prix ont chuté, il n'y a plus personne qui va en acheter, donc les prix baissent beaucoup, qui fait en sorte que les actions que la personne a achetées à 1 000 $, elle va les vendre pour un gros 2 $ chacune. Donc là, on ne parle plus de profit. La personne a fait des pertes. Et là, le problème là-dedans, c'est que elle perd de l'argent,
Mais c'est de l'argent, on se rappelle au départ, on s'était dit que la personne n'avait pas tant l'argent pour acheter les 10 actions, mais elle l'a fait pareil parce qu'elle se disait que je vais gagner plus d'argent comme ça quand je vais les revendre. Et là, le problème, c'est qu'avec les pertes, elle n'a plus d'économie, là, elle n'a plus d'argent. Donc, c'est problématique pour elle, mais c'est problématique aussi plus largement parce qu'elle n'est pas toute seule à avoir fait de la spéculation, elle n'est pas toute seule à faire des pertes. Il y a des entreprises comme ça qui font faillite et tout. Il y a plein d'autres personnes qui avaient acheté des actions en se disant qu'elles vont faire du profit, mais que là, elles font des pertes. Donc, vraiment, ça a un gros impact sur l'ensemble de la société, là, le crash boursier. Le crash boursier, carrément, il entraîne une dépression économique qu'on appelle, là, nous, la Grande Dépression. Parce que la dépression économique, une dépression économique, c'est une crise économique grave qui dure plusieurs années, contrairement à la récession économique qui est de plus courte durée. Alors, quelles sont les conséquences économiques de tout ça pour le Canada? Il faut savoir que l'économie canadienne repose beaucoup sur ses exportations. En fait, c'est un élément très important. Et les exportations canadiennes, elles sont très liées aux importations américaines. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vendues du Canada et qui sont exportées aux États-Unis. Mais là, avec le crash boursier, avec les problèmes économiques, les importations américaines, elles baissent beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les exportations canadiennes, elles aussi, elles baissent beaucoup. On parle là, entre 1929 et 1933, là, juste pour te donner une idée, on parle que ça baisse à peu près de la moitié, de 50%, les exportations. Donc, économiquement parlant, ça apporte un gros coup à l'économie canadienne. Alors, si les exportations baissent, l'économie va moins bien, ça entraîne la fermeture ou la faillite de plusieurs usines au Canada. Les usines qui restent en activité, qui restent ouvertes, elles voient quand même leur production baisser beaucoup, ce qui fait en sorte qu'elles vont congédier une bonne partie de leurs employés, des ouvriers. Les ouvriers qui restent, ils vont voir leur salaire baisser beaucoup aussi. Encore là, on parle environ d'une baisse de 50% du salaire des ouvriers qui restaient à l'emploi. Ça fait en sorte que s'il y a beaucoup de personnes qui sont congédiées, qui sont mises à la porte, ça veut dire que le taux de chômage augmente. Le taux de chômage, encore là, on parle qu'il passe environ, là, en 1929, il était à 4,2%. 1933, il est rendu à 27%. Donc, à 27% de taux de chômage, c'est vraiment un impact majeur économique, un impact aussi là, pour les ouvriers. Au Québec, là, dans les villes au Québec, celle qui est la plus touchée, c'est Montréal. En 1929, il n'existe pratiquement pas de programme d'aide sociale pour les gens qui ont perdu leur emploi. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation de pauvreté parce que soit elles n'ont plus de salaire ou leur salaire a été réduit là, de beaucoup. Alors, elles sont plus en mesure de répondre à leurs besoins. Ça fait en sorte que il y a beaucoup de familles qui se retrouvent à la rue parce qu'elles sont plus en mesure de payer leur logement. On essaie d'économiser le plus possible sur tout ce qu'on peut. Donc, les vêtements, on les utilise là, jusqu'au bout, on les use jusqu'à la corde. La nourriture, souvent, elle est en quantité insuffisante parce qu'on n'a pas l'argent pour en acheter assez. Mais aussi, on va choisir qu'est-ce qu'on achète pour aller trouver là, ce qui est le moins cher. Et des fois, ça répond pas aux besoins nutritionnels, ça répond pas à nos besoins, mais les personnes vont quand même aller chercher cette nourriture-là parce que tout ce qu'elles peuvent payer. Il y a certains emplois, il y a certaines parties de la société qui sont un peu moins touchées parce que les gens ont pu garder leur emploi ou sont moins directement touchés. On parle entre autres des enseignants, les fonctionnaires. Il y a aussi, par exemple, les pompiers qui réussissent un peu mieux à s'en sortir. Et les personnes qui sont plus aisées, qui ont plus d'argent, qui ont pu garder leur argent là, malgré le crash boursier, ces personnes-là, par contre, vont profiter du moment, de la période, parce que les prix ont baissé
Donc, pour les gens qui ont encore de l'argent, c'est un bon moment pour acheter parce que ça coûte moins cher pour acheter les choses. Tout ça pour dire, c'est que dans la crise économique, on voit donc qu'il y a des gens qui se retrouvent en pauvreté, il y a d'autres personnes qui s'en tirent bien, mais ça montre en fait que les inégalités sociales vraiment augmentent pendant la crise économique. Au départ, les personnes, les gouvernements, pensaient que ça serait passager, que comme pour d'autres crises économiques, ça se réglerait un peu tout seul. Il y a personne qui se doutait que ça prendrait l'ampleur que ça a pris finalement. Donc, il n'y a pas eu, dès le départ, d'intervention du gouvernement. Mais question pour toi. Parmi les choix suivants, quelles sont les 2 organisations qui apportent de l'aide aux personnes touchées au début de la Grande Dépression? Il y a les organismes de charité, les gouvernements, les institutions religieuses, puis des banques également. Eh bien, au début, ce sont surtout des organismes de charité et des institutions religieuses qui apportent de l'aide aux personnes touchées. Donc, comme ça, il n'y a pas d'intervention gouvernementale, mais il y a beaucoup de besoins d'aide. Alors, les organismes de charité, les institutions religieuses s'impliquent très tôt, mais aussi très tôt deviennent débordés parce que la demande d'aide, elle est énorme. Ça fait en sorte que les 3 niveaux de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, les 3 niveaux de gouvernement vont commencer à mettre des mesures en place pour aider les gens. Alors, au niveau municipal, dans les municipalités, elles vont mettre en place des travaux publics. Elles visent à créer des emplois en mettant en place comme ça ces travaux publics-là. Ça peut être de construire des ponts, construire des routes, construire un parc. Et vraiment, c'est pour contrer le chômage. Encore là, pour contrer le chômage, mais là, au niveau provincial, les mesures provinciales, en fait, ça va être d'ouvrir de nouvelles régions de colonisation. Donc, les gens qui n'ont plus d'emploi, qui se cherchent comme ça une occupation, vont pouvoir aller dans ces nouvelles régions-là, aller sur une terre pour comme ça pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est pas une solution parfaite, mais c'est une des choses qu'on tente là, pour aider les gens pendant la crise. Il y a aussi de l'aide financière qui est offerte aux agriculteurs pour qu'ils puissent comme ça eux aussi continuer leurs activités, continuer de produire de la nourriture. Au niveau des mesures fédérales, le gouvernement fédéral va mettre en place ce qu'on appelle des camps de chômeurs. Donc, c'est des lieux où les gens contre différents travaux, ils vont pouvoir être logés, pouvoir être nourris et ils vont recevoir un salaire. Si je me souviens bien, c'est un salaire là, d'environ 20 sous par jour. Le gouvernement fédéral va aussi va créer la Banque du Canada. La Banque du Canada est là pour gérer les systèmes financiers, gérer le système aussi monétaire. Et parmi, en fait, dans les trois niveaux de gouvernement aussi, vont soutenir le programme de secours direct qui est mis en place en 1932. En résumé, ce programme de secours direct, c'est entre autres pour aider les gens, leur donner des coupons qui sont échangeables dans différents commerces pour que les gens puissent aller chercher différents produits dont ils ont besoin pour vivre. On voit que les gouvernements interviennent de plus en plus au fur et à mesure que la crise continue parce qu'ils se rendent compte que c'est une crise économique grave. Ils constatent aussi que la crise ne se règle pas d'elle-même. Les problèmes continuent. Donc, les interventions gouvernementales deviennent de plus en plus présentes et elles étaient nécessaires pour aider les gens, aider aussi à régler la crise économique. Donc, c'est tout pour le sujet de la Grande Dépression. Je t'invite à poursuivre ta révision avec les autres vidéos de ce module.